Merci mille fois donc pour cette introduction de notre matinée. Alors on va démarrer notre première table ronde en parlant de la crise de l'énergie. Cette crise, elle nous a tous bousculés, concernés effectivement, et maintenant donc il faut voir comment on la surmonte, comment aller plus loin. Pour parler justement donc de cette crise, eh bien j'ai le plaisir d'appeler tout de suite à me rejoindre sur scène Jean-Luc Fugy, il est député du Rhône, président du Conseil supérieur de l'énergie, Christine Goubet-Milot, elle est présidente de l'Union française de l'électricité, et Luc Benoît-Catin, vice-président de France Chimie, directeur général industrie et RSE d'Arkema. Merci de les applaudir. Voilà, merci de vous installer. Alors pour lancer le débat, eh bien, je vous propose quelques images. Nous sommes allés à la rencontre de parlementaires et justement, nous leur avons demandé d'intervenir, de nous donner leurs avis, leurs réflexions, leurs axes de développement sur ce problème de la crise de l'énergie. On les écoute. Reprendre le contrôle du prix de l'électricité. Pourquoi ? Puisque nous entrons dans le monde de la décarbonation. Et le monde de la décarbonation, c'est aussi et d'abord le monde de l'électrification. Pour le dire simplement, on va avoir besoin de beaucoup plus d'électricité et il faudra que toute cette électricité soit propre, soit verte. Alors en France, on a de la chance, grâce au nucléaire, grâce aux énergies renouvelables comme l'hydroélectricité, c'est déjà largement le cas. Mais face aux 100, 200, 300 TWh qu'il va falloir aller chercher d'ici à peine 10 ou 15 ans, il faudra un effort massif et la production c'est une chose, mais il faudra que cette production se reflète dans les tarifs et que la France bénéficie dans ses tarifs de cette force productive. La France doit reprendre en main sa destinée sur les tarifs de l'électricité parce que l'électricité est l'énergie compétitive pour la France. C'est le facteur discriminant pour la France et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas laisser filer cet élément d'attractivité. Alors, nous devons le reprendre de deux façons. Un, sur le tarif actuel et tel que nous le livrons aux consommateurs, mais deux, sur notre capacité à le projeter dans le temps en assurant des investissements dans la filière industrielle de l'électricité qui ont un peu manqué ces dernières années. Il y a quelque chose de très important et pour le coup on peut le dire de très enthousiasmant, c'est que pour une des premières fois de notre histoire, la souveraineté industrielle et donc la souveraineté nationale, la décarbonation vont ensemble. C'est en produisant de l'énergie décarbonée en France, c'est-à-dire c'est en faisant notre transition énergétique qu'on sera plus indépendant. Quand on produit de la chaleur renouvelable en France, de la chaleur haute température pour nos usines, de l'électricité pour des process industriels électriques, comme c'est le cas dans l'industrie de la chimie, pour lesquels c'est absolument vital, eh bien c'est moins de gaz russe, c'est moins de charbon allemand, c'est moins de pétrole du Proche-Orient. Ça, c'est indispensable. La souveraineté et la transition écologique vont ensemble. On convaincra les industriels énergo-intensifs de la chimie de rester en France, d'abord en les intégrant pleinement dans une stratégie d'ensemble de décarbonation. Je crois que la chimie à être à la pointe de la décarbonation, c'est la chimie elle seule qui apportera les solutions techniques et industrialisables en matière de décarbonation. Et il faut que les pouvoirs publics s'emparent de ce sujet et expliquent à quel point il est important d'avoir une filière chimique en France. C'est pas simple d'avoir de l'industrie, sûrement encore moins simple d'installer des installations industrielles dans la chimie. Il faut que les pouvoirs publics expliquent à quel point la chimie est déterminante dans notre capacité à réussir la décarbonation. Voilà de quoi planter le décor, effectivement. On va démarrer avec vous, si vous voulez bien, Christine Goubet-Milot. Finalement, pour revenir un peu sur les origines de cette crise, bon, on la connaît, mais bon, cette inflation, donc, elle est venue de la crise énergétique, de ces tarifs de l'énergie. Mais est-ce que finalement, cette crise, ça marque le début d'une nouvelle ère, on va dire, avec des tarifs structurellement plus chers, ou est-ce qu'on peut peut-être espérer un retour à meilleure fortune? Dites-nous. Alors tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse d'être ici avec vous et merci pour cette invitation à ce débat entre énergéticiens et industriels de la chimie, parce qu'en effet, c'est ensemble qu'on gagnera le pari, qui n'est pas un pari, qui est un enjeu majeur pour nous de la réindustrialisation de l'ensemble de nos filières et de garder notre souveraineté. Donc la question que vous me posez, c'est peut-être juste se dire qu'on a ensemble vécu une crise des prix sans précédent depuis les années 70. Donc cette crise des prix, il faut revenir aux causes de cette crise. Donc on parle beaucoup de prix de l'électricité, mais finalement le prix de l'électricité dans le cadre de marché européen est arrimé au prix du gaz.
Bon, je ne reviens pas sur la constitution des prix et le système marginal, mais effectivement, l'électricité est accrochée à une forme de volatilité sur le court terme qui est induite par les importations de gaz. Donc la guerre en Russie, la reprise de la croissance après le Covid, première cause. Deuxième cause, et c'est aussi un fait, c'est qu'on a un outil industriel de production d'électricité qui est tout à fait concret et qui est aussi vieillissant et qui a aussi des besoins de renouvellement, de maintenance. Voilà, donc on a connu cette crise de production avec le système d'écorrosion. Voilà, on se montre que aussi notre parc, qui est un atout pour la France. C'est ça, même si on a une belle filière quand même. Voilà, qui est un atout pour la France. Et encore une fois, j'y reviendrai, c'est vraiment un atout dans la compétition. Néanmoins, c'est quelque chose de très physique et très concret. Et voilà, les problématiques industrielles, elles se posent à la chimie, mais elles se posent aussi dans l'industrie nucléaire. Et troisième facteur, qui est un peu irrationnel, mais les marchés ont surenchéri finalement la rareté ou les sous-capacités. On a été assez longtemps en surcapacité, et donc la question des sous-capacités nous ramène à ma question, qui est la question que vous me posez, c'est qu'effectivement, une nouvelle ère, est-ce qu'on rentre dans une ère de prix cher? On rentre dans une nouvelle ère de réinvestissement, en fait, dans un nouveau cycle d'investissement, dans des capacités de production électrique décarbonées. Donc évidemment, on a un atout majeur puisqu'on est déjà un des premiers pays à avoir un mix électrique décarboné. Mais cette question du réinvestissement, du cycle de réinvestissement, elle va amener une électricité plus chère, premièrement. Deuxièmement, on rentre aussi dans un monde où il y aura une part dans le mix électrique européen d'énergie renouvelable variable plus grand. Donc avec une plus grande volatilité aussi qu'il faut qu'on intègre dans le pilotage de nos systèmes nationaux et européens. Donc ça veut dire aussi tout le combat, je veux dire, que nous avons mené pour dire que dans ce mix électrique européen, il nous faut des capacités pilotables, nucléaires, hydrauliques, et c'est pas si simple que ça parce que dans la logistique européenne, on intègre souvent que le bas carbone, c'est le renouvelable. Bon, oui, bien sûr, il faut accélérer, mais c'est aussi des outils pilotables et c'est ça qui nous permettra finalement, avec les gaz décarbonés, de pouvoir avoir un système électrique résilient. Alors, retour à meilleure fortune, on est tous mobilisés. On essaie d'être optimiste quand même. Voilà, oui, absolument, et on l'est. Mais surtout, je pense que dans ce nouveau cycle, il faut planifier. On a un secrétaire général à la planification écologique. On attendait d'avoir cette visibilité moyen-long terme, parce que comme vous, nous sommes industrie du temps long, donc on doit se projeter dans des investissements. C'est aussi le sens de la réforme du cadre de marché européen sur lequel nous avons tous été beaucoup engagés. France Industrie, le MEDEF, l'Union France Électricité, le gouvernement, on a joué l'équipe de France autour d'une boîte à outils européenne qui nous amène des possibilités au-delà du marché court terme dont finalement la Commission s'est rendue compte qu'il n'était pas si parfait que ça. Enfin, en tout cas, il ne soutenait pas des investissements à une vision moyen-long terme. Donc on a eu cette réforme qui devrait atterrir, je pense, en fin d'année, avec dans cette boîte à outils des contrats de moyen long terme, aussi bien pour de droit privé, PPA, ou avec garantie publique pour s'assurer de l'atteinte des objectifs de politique publique de la planification, mais aussi pour les fournisseurs, et ça c'est aussi un sujet qui concerne l'UFE, qui concerne peut-être, qui vous concerne aussi, c'est aussi des fournisseurs qui se couvrent à plus moyen long terme sur leur portefeuille, et ça c'est aussi important. Voilà, donc retour à meilleure fortune. Bon, je crois que on est positif et par contre, on est un peu en train de changer de monde. Alors, merci beaucoup pour cette première introduction. Luc Benoît-Catin, en tant que directeur général industrie et RSE d'Arkema, on a envie de vous entendre évidemment sur l'impact pour la compétitivité de la chimie par rapport aux grands concurrents internationaux. Finalement, quels sont les leviers, on va dire les leviers opérationnels aujourd'hui qu'ont les industriels pour faire face justement à cette situation et notamment assez rapidement finalement dans le court terme? Comment est-ce qu'il faut faire? Bien, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord rappeler que la chimie est le premier secteur industriel en termes de consommation d'énergie
puisqu'elle représente 20% de la consommation d'électricité de l'industrie et 30% de la consommation de gaz. Et donc, parmi les entreprises de la chimie, il y en a qui sont beaucoup plus sensibles au prix de l'électricité. Et pour donner un ordre de grandeur, elles représentent à peu près 20 000 salariés. Et si on prend les emplois indirects, on va monter à peu près 70 000 personnes qui dépendent de ce secteur électro- et gazo-intensif. Alors, une fois qu'on a dit ça, ce sont ces entreprises, effectivement, qui souffrent le plus de la crise énergétique. Et elles voient leur compétitivité se dégrader par rapport à leurs grands concurrents du Moyen-Orient, des États-Unis, de la Chine. Et alors les choses sont assez simples, même si le gaz s'est un peu détendu récemment. Le gaz en Europe, c'est 4 à 5 fois le prix du gaz aux États-Unis. L'électricité en Europe, c'est de 2 à 3 fois le prix de l'électricité aux États-Unis ou en Chine. Donc le résultat était matérialisé par des augmentations de coûts de certains secteurs de la chimie. Par exemple, les producteurs de chlore ont vu leurs coûts augmenter de 30% par rapport à l'avant-crise, les producteurs d'ammoniac de 60% par rapport à l'avant-crise. Donc le résultat est sans appel. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la chimie voit son taux d'utilisation de capacité à un niveau très bas, autour de 70% en Europe. Et c'est un taux qui est assez proche finalement du taux qui est intervenu au moment du pic de la crise du Covid. C'est vous dire s'il est exceptionnellement bas. Alors quels sont les leviers C'est ça, qu'est-ce qu'on doit quels faire sont les leviers pour essayer de répondre à cette situation? Donc évidemment, on pense tous au levier de l'efficacité énergétique. Ça fait plus de 20 ans que la chimie y travaille, et d'ailleurs avec un vrai succès. Donc elle va continuer. Elle a d'ailleurs prévu dans sa trajectoire de décarbonation une amélioration de 1 à 1,5% par an de son efficacité énergétique. C'est indispensable, mais ça ne va pas répondre à la question d'écart de compétitivité avec nos concurrents internationaux, pour la raison très simple, c'est qu'il ne faut pas les sous-estimer. Ils feront eux aussi les mêmes efforts. Et donc, c'est indispensable pour la décarbonation, effectivement, de l'industrie, mais ça ne répond pas à l'écart de compétitivité qu'on voit en matière, je dirais, d'électricité et de gaz. Le deuxième levier, si on parle du gaz, on peut dire qu'il y en a peu sur le gaz pour les industriels. C'est plus les politiques qui ont les leviers. Et ils ont commencé à travailler très sérieusement, puisque l'Europe a commencé à sécuriser ses approvisionnements en gaz avec des investissements dans les terminaux de GNL, et puis plus marginalement avec le développement du biogaz. Donc c'est un vrai progrès, il faut bien le dire. Mais aujourd'hui, la détente sur le gaz, elle est beaucoup liée au ralentissement de l'industrie, à une moindre consommation du gaz dans l'industrie. Et en réalité, c'est un équilibre qui reste précaire. Et tout le monde s'accorde à dire que les prix du gaz vont rester durablement élevés en Europe. Donc ça, c'est pour le gaz. Alors finalement, c'est sur l'électricité que nous avons le plus de leviers. On a d'abord le développement des énergies renouvelables, donc il y a un plan d'accélération. Pour les énergo-intensifs, ça ne va pas être suffisant parce que c'est une énergie intermittente, l'éolien et le solaire, et on sait tous que derrière cette intermittence se développe une tarification qui va vers des prix de 80 à 100 euros le mégawattheure, et ça, pour les énergo-intensifs, les électrosensibles, ça ne répond pas à l'équation. Donc en fait, on reste avec un levier essentiel, c'est le levier du nucléaire. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment essentiel que le débat actuellement engagé entre EDF, les pouvoirs publics et l'industrie se matérialise par des prix très compétitifs pour l'industrie. Donc on est dans une ère post-ARENH, et donc cette négociation sur les prix liés au nucléaire est absolument essentielle pour les électro-intensifs. Donc il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont autant ce besoin de compétitivité et de prix compétitifs que ces énergo-intensifs. Et il y en a aussi, parmi ces électro-intensifs, beaucoup qui sont exposés à la concurrence internationale. Donc on sait qu'aux États-Unis, il y a un travail très important avec l'IRA pour supporter la décarbonation de l'économie. On sait que l'Allemagne réfléchit à des dispositifs pour soutenir son industrie. Donc si on veut rester dans la course, il faut absolument qu'on ait un système lié au nucléaire qui permette de réformer le marché de l'électricité et qui nous maintienne dans la course au niveau international.
Alors justement, donc Jean-Luc Fugit, on va vous entendre maintenant et notamment réagir peut-être par rapport à ce que nous disait à l'instant Luc Benoît-Catin, qui nous disait qu'effectivement, on bénéficie avec l'Arenh d'un amortisseur finalement très efficace. Hein, et cet amortisseur donc, va disparaître. La France, le président a dit qu'il voudrait reprendre justement le contrôle en réalité donc, sur ces tarifs d'électricité pour préserver finalement ce levier. On a envie de vous entendre. Vous êtes député, président du Conseil supérieur de l'énergie. On a envie de vous entendre finalement sur l'objectif du projet de loi de production d'électricité. Alors, est-ce qu'on va vous entendre? Est-ce que votre micro marche? Voilà. Écoutez, j'espère. C'est bon? C'est bon. Comme vous avez dit 3 fois que vous vouliez m'entendre, du coup, vous allez m'entendre. Donc voilà. Pardon, bonjour à toutes et tous. Alors, je vais répondre naturellement à votre question, mais peut-être resituer un peu quelques éléments de contexte, même si vous avez présenté, donc vous avez interviewé deux collègues députés à l'Assemblée nationale qu'on a vu dans la vidéo là. On remarquera, si je peux me permettre, que les 2 collègues n'étaient pas représentatifs de l'ensemble de la biodiversité de toutes les pensées qu'on peut avoir à l'Assemblée nationale. On est bien d'accord. On est obligé de faire un choix. Ah mais c'est pas une critique, c'est un constat expérimental. Moi, je suis un scientifique au départ. Et je dis simplement que du coup, pourquoi je dis ça? Parce que ça peut évidemment me faire sourire, mais derrière, c'est très sérieux, je n'ai pas l'air comme ça. Mais c'est parce que derrière, il va y avoir un débat. Et que le débat, lui, se fera devant la biodiversité. Il faut préserver la biodiversité. Mais il y a une certaine biodiversité à l'Assemblée nationale qui fait qu'on n'a pas tous les mêmes avis. Et donc, ça risque d'être particulièrement animé. Peut-être resituer rapidement les choses. Tout ce qui a été dit, je le partage tout simplement parce que on a l'habitude de travailler avec un prix de l'électricité, je parle de ce qui s'est passé, qui était quelque chose, un facteur de compétitivité important. Et c'est vrai que l'objectif, c'est d'essayer de le conserver parce que c'est important pour nos entreprises, c'est important pour nos concitoyens, c'est aussi important pour attirer des investisseurs donc étrangers. Et donc finalement, c'est aussi un facteur de cohésion sociale. Donc extrêmement important. Deuxième chose, les collègues l'ont évoqué, mais je vais resituer un petit peu les choses dans leur contexte. Il y a tout un contexte qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir une demande accrue donc, en électricité pour des raisons évidentes de transition. Et quand on parle de la transition, moi je défends beaucoup la transition. En fait, je voudrais rappeler sur quoi on se bat. On parle beaucoup de décarbonation. Je pense qu'on ne devrait pas parler de décarbonation. Nous devrions parler de défossilisation. L'avantage de parler de la défossilisation, c'est qu'on identifie bien où est le problème. Énergie fossile. Quoi. Vous avez dit le mot qui fâche. Exactement. Je n'ai pas dit le mot. Moi, je suis là pour dire le mot qui va bien, pas le mot qui fâche. La défossilisation, c'est ça l'objectif. Et quand on a bien compris que c'est la défossilisation, que l'objectif, pour des raisons à la fois d'impact climatique et à la fois de santé respiratoire pour tout ce qui est donc pollution dans l'air qu'on peut avoir, eh bien on comprend bien que ce qu'il faut, c'est sortir progressivement des énergies fossiles. Et quand, moi qui suis chimiste de métier et de formation avant d'être député, je m'adresse ici à tout ce que fait la chimie de mieux en France en termes de compétences, je me rappelle le principe de Lavoisier. Et qu'est-ce qu'il dit le principe de Lavoisier? Il dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et donc, on a quoi comme source d'énergie? Eh bien, on a le renouvelable, on a le nucléaire et on a les fossiles. Et donc, on veut sortir de ce qu'il y a le plus mauvais, fossile. Et on veut donc s'appuyer sur les 2 autres jambes, à savoir nucléaire et renouvelable. Et le choix politique qui a été fait, en tout cas par la majorité à laquelle j'appartiens, qui n'a pas toujours été partagé d'ailleurs, c'est de dire on va travailler sur ces 2-là, parce que derrière, il nous faut répondre à la demande accrue, donc à la fois de chaleur renouvelable, à la fois d'électricité, parce qu'il y a la mobilité électrique, parce que, etc., etc., etc. Et face à ça, on a agi, alors tout ceci, on l'a retrouvé, on a agi, moi je vais parler de ce que je connais, à savoir du mandat précédent, ne vous inquiétez pas, je vais revenir bien sur l'actualité, ne vous inquiétez pas pour ça. Simplement, je resitue un peu les choses dans leur contexte, sinon on oublie un petit peu pourquoi on est là. Et on a agi dans le mandat précédent à travers des lois où on a engagé la transition écologique. Alors, certains disent, nous, on aurait été plus vite, plus haut, plus fort, etc. Bon, ben oui, c'est toujours facile de parler quand on n'a pas la responsabilité. La loi d'orientation des mobilités, la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire, la première loi énergie-climat de 2019, la loi climat-résilience 2021, tout ça, c'est on a engagé les choses. Et ça a convergé vers 2022, le discours de Belfort, donc fondateur du président de la République sur la stratégie. Et cette stratégie énergétique française que l'on met en œuvre depuis 2022 à travers le plan de sobriété, la question de l'efficacité énergétique, la question
donc, du renouveau d'une certaine manière du nucléaire. En tout cas, on tranche les choses. Et surtout, la loi d'accélération pour la production des énergies renouvelables. 4 briques dont il n'y a aucune qui domine sur les 3 autres. C'est vraiment du en même temps, si je peux m'exprimer ainsi. C'est les 4 dont on a besoin. Consommer moins, consommer mieux, s'appuyer sur le renouvelable et le nucléaire. Donc, c'est les deux, voilà. Et donc, du coup, partant de ce contexte-là, il y a eu aussi la loi Industrie verte, vous connaissez tout ceci. Et l'idée, depuis, c'est aussi que la France a arraché au niveau européen, on peut le dire, négocié. Je sais que nous sommes dans un pays où on aime bien pratiquer l'autoflagellation permanente. On peut aussi se dire qu'avec l'alliance nucléaire, avec la démarche, avec le fort investissement de la ministre de l'Énergie, entre autres, au niveau européen, on a réussi à travailler sur une perspective où on aura un prix d'électricité qui ne dépendra plus des fossiles. C'est un premier pas. Partant de là, il y a eu un débat en France, il y a eu un travail qui a été fait avec EDF, etc., autour du prix, donc pour donner une certaine visibilité, une certaine stabilité, pour préparer le post-ARENH qui, vous le savez très bien, s'arrête donc le 31 décembre 2025. Et donc on arrive à cet accord, entre guillemets, et maintenant, ce qui est intéressant pour nous, parlementaires, c'est de vous écouter sur cet accord, de vous entendre les uns et les autres, parce qu'il va y avoir un débat, et c'est dans le cadre de la loi, et on y vient, de la loi... Certains ont appelé loi programmation énergie-climat, c'est comme ça qu'on l'avait appelé. En tout cas, il y a eu beaucoup de groupes de travail dessus. Et cette loi, elle prendra le nom qu'elle prendra. Je ne connais pas le nom, ce n'est pas à moi de le définir. Mais en tout cas, cette loi qui va arriver début 2024, c'est une loi dans laquelle on va devoir, on aura plusieurs enjeux. On aura les enjeux évidemment programmatiques, puisque tout ça, c'est dans la stratégie française énergie-climat. Je pourrais rentrer plus dans le détail si vous voulez, mais je sais qu'on m'a déjà fait signe que j'étais trop long. Et donc, on a les aspects programmatiques. On aura ces aspects, donc, en effet, donc, de prix, donc du post-ARENH. Ça va être dans la loi. Donc, qui dit loi dit débat au Parlement. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il va falloir tenir compte de l'ensemble de ce qui est dit au Parlement. Et puis, on a un point sur lequel, moi, je pense qui est fondamental. C'est aussi la protection des consommateurs. Et moi, j'y tiens beaucoup. Parce qu'on a vu, pendant la crise que l'on vient de vivre, des pratiques abusives. Il faut le dire. Et dans ces pratiques abusives, il faut y mettre fin. Et ça aussi, c'est un objectif politique majeur que de faire attention à la protection. D'ailleurs, de nos concitoyens, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vécu depuis plusieurs mois, là, et la crise énergétique, ça a coûté combien, la protection que l'État a apportée à la fois aux entreprises, à la fois aux concitoyens, et qui d'ailleurs, les mesures ont été annoncées le 30 novembre dernier, donc c'est-à-dire jeudi dernier, pour la suite, donc pour 2024, ça a coûté 40 milliards. On peut faire semblant de ne pas le savoir, c'est une réalité, on appartient à la communauté française, donc je pense qu'à un moment donné, on est tous des responsables. Et donc ça a coûté 40 milliards, et donc le volet protection va être lui aussi très important. Mais le débat va avoir lieu dans ce cadre-là. Il va y avoir, alors on verra comment il est présenté précisément par le gouvernement, et à ce moment-là, nous en débattrons, nous, mais on en débattrons aussi avec vous, bien entendu, ça va de soi. Et c'est aussi la raison, moi aussi, de ma présence aujourd'hui, c'est d'ores et déjà de vous entendre pour voir quelles sont vos attentes, vos craintes, vos doutes sur cette évolution, parce que je pense que c'est extrêmement important qu'à la fin, on puisse avoir de la visibilité et garder de la compétitivité. Tout ça, c'est important, la visibilité, la stabilité du prix pour nos concitoyens, etc. Mais aussi, évidemment, pour vous, parce que n'oublions pas qu'il faut que vous soyez compétitifs et il faut surtout que les investisseurs étrangers aient toujours envie de venir investir en France. Le Choose France, il ne faut pas que ce soit de temps en temps, il faut que ce soit un état permanent. Alors justement, donc pour enchaîner là-dessus, Christine Goubet-Milot, est-ce qu'on peut réconcilier finalement les objectifs d'investissement dans le parc de production et la compétitivité en fait du site France? Parce que la question posée un peu autrement, c'est finalement est-ce qu'on peut avoir cette vision d'une économie décarbonée à long terme tout en préservant les objectifs de court terme? C'est quand même assez difficile, quoi. Alors je pense qu'on a deux combats communs. Donc je crois que c'est un appel à travailler ensemble, à combattre, à réfléchir, parce que tout est complexe, mais il faut trouver des solutions à deux choses. Alors, la première chose, c'est en effet que notre parc de production décarbonée soit un atout pour la France dans un cadre européen, puisqu'on ne jette pas le marché court terme, dans un cadre européen. Donc là, c'est tout le travail que nous avons engagé. Donc vous êtes, comme nous tous, professionnels en train d'examiner ce dispositif de l'accord entre le gouvernement et EDF sur le prix de la production d'électricité pour les années à venir.
Donc, vous savez qu'on a une première consultation donc, pour le 20 décembre, donc je ne vais pas en livrer tout le détail, mais nous sommes en train d'y travailler. Bon, ça serait pas, c'est pas très risqué pour moi de dire, néanmoins, même si on n'a pas fini le travail collectif, qui est toujours complexe, parce qu'il y a des enjeux différents, évidemment, entre les acteurs, c'est qu'au fond, on soutient dans ce projet du gouvernement trois choses. On soutient l'idée que les prix de l'électricité doivent rejoindre les coûts du nucléaire amortis, mais aussi que le futur dispositif doit permettre de réinvestir dans l'outil de production nucléaire existant pour sa maintenance et sa prolongation, et le nouveau nucléaire. Et troisième chose, que ça se fasse dans un cadre concurrentiel ou de partage des risques équilibré. Voilà, donc là-dessus, je pense qu'on va avoir à travailler tous ensemble, parce qu'en effet, on a la chance en France d'avoir un parc décarboné, donc soyons réjouissons-en nous, c'est pas un problème, c'est une solution. Voilà, après, dans la répartition des risques et dans la répartition des risques et des bénéfices, il faut qu'on intègre la préparation de l'avenir. Donc ça, c'est notre premier chantier commun, et j'insiste beaucoup parce qu'il est à très fort enjeu pour la France. Le deuxième enjeu, et c'est un sujet dont on parle beaucoup à France Industrie et au MEDEF, c'est la question de... Alors moi, je ne parle pas de défossilisation, même si oui, on va sortir des énergies fossiles, c'est l'objectif. Je parle plutôt de modernisation. Et pour moi, la décarbonation, au fond, c'est de la modernisation. C'est de la modernisation, mais c'est un investissement aussi, ça a un coût à court terme, mais ça nous doit nous projeter en perspective dans la compétition mondiale avec un atout. Alors le prix, donc Luc a rappelé les écarts de prix, effectivement on peut produire avec des gaz de schiste des choses pas chères du tout, mais qui ont des dégâts écologiques très grands pour la population. Les externalités négatives, positives ne sont pas toujours prises en compte dans ces calculs one scratch. Bon, par contre, faire une chimie décarbonée, un acier décarboné, ça doit avoir un premium dans la compétition internationale. Et là, c'est là que notre parc nucléaire hydraulique et renouvelable va être un atout, parce que on en parlait hier encore au MEDEF, on va avoir des critères de durabilité et de ranking d'entreprise. Donc ça se met en place. Il ne faut pas que ce soit des choses pour nous empêcher ou pour nous plomber. Il faut au contraire qu'on se serve de manière très volontariste de ces outils-là qui ne sont pas encore tout à fait matures, pour que nos entreprises qui ont fait le choix des investissements et de la décarbonation et de cette modernisation, dans des pays qui ont fait l'investissement de se décarboner, pour le présent et pour le futur, eh bien que vous puissiez évidemment être différenciant, avoir un premium dans la compétition internationale. Ça, je pense que c'est un challenge énorme. Alors, on a Industrie verte, très bien. On a obtenu dans la loi de finances 2024 des crédits d'impôt en CAPEX pour les entreprises qui font du Made in France, pour les filières stratégiques de la transition énergétique, les batteries, les panneaux solaires, les éoliennes, les pompes à chaleur. Mais on s'est battu aussi au niveau européen sur le Net Zero Industrial Act pour essayer de donner un contenu local à la commande publique et aux appels d'offres. Donc on a obtenu qu'il puisse y avoir des critères de résilience et de durabilité. Bon, c'est un mot pudique pour essayer de nous donner un avantage compétitif. Il reste encore à le concrétiser, donc il reste encore beaucoup de travail dans la prochaine mandature européenne pour, c'est un appel aussi que je passe, pour travailler sur cette question de souveraineté industrielle. Voilà, alors il y a le mécanisme d'ajustement aux frontières, il y a, bon, avec toutes les difficultés aussi que ça pose. Voilà, tous ces dispositifs-là, c'est le deuxième combat que j'appelle de mes voeux dans le collectif, c'est que là, on a une souveraineté industrielle et surtout, on doit gagner, arracher un premium dans la compétition. Alors après, il y a le court terme. Effectivement, l'investissement à court terme, comment on fait quand c'est plus cher entre du décarboné et du carboné, l'hydrogène décarboné, l'hydrogène pas carboné, c'est 2 à 3 euros d'écart. Aujourd'hui, bon, évidemment, comment on fait? Mais là, il y a peut-être des solutions. Alors justement, voilà, donc merci Luc Benoît-Catin. Donc le gouvernement, donc si on continue à regarder les solutions, il s'est donné 6 mois pour s'assurer que le schéma porté par EDF serait effectivement compatible avec l'ambition de
de réindustrialisation. Alors, est-ce que ça répond finalement aux objectifs du secteur de la chimie? Enfin, quels sont d'après vous les points qu'il faudrait ajuster? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer les choses? Alors, je dirais qu'on a 6 mois pour travailler, mais pour l'instant, effectivement, il y a encore beaucoup de travail parce que le schéma ne répond pas pour l'instant à la préoccupation des énergo-intensifs, hein, de ces entreprises qui sont vraiment très dépendantes du coût de l'énergie. Et je dirais, je ne veux pas rentrer dans le détail, c'est un schéma qui est assez complexe, vous l'avez vu, mais je voudrais insister sur 3 points. Le premier, c'est que le nouveau schéma, finalement, il ne protège pas plus de la volatilité que le schéma précédent, bien au contraire, parce qu'on nous dit que le schéma est plus couvrant. Alors c'est vrai en moyenne, parce que le taux de couverture a été de 50%, je dirais, avec le système ARENH et associé, et il va passer à 70% en moyenne. Mais en réalité, pour les électro-intensifs et les électrosensibles, ils étaient déjà couverts entre 60 et 70%. Donc le taux de couverture ne va pas s'améliorer pour les électro-intensifs, il va être que marginalement en amélioration. Mais à l'inverse, ils vont être beaucoup plus exposés au prix du marché. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avec l'ARENH, on avait un prix fixe, alors que maintenant, on n'a plus un prix fixe. Le mécanisme de régulation est un amortisseur à la hausse du prix du marché. Et cet amortisseur commence à 78 € par rapport à un ARENH qui était à 42 à un prix fixe. Donc ça, le premier élément, c'est important de le savoir, c'est qu'on n'a plus un prix fixe, mais un amortisseur à la hausse. Par ailleurs, contrairement à ce qu'on a entendu ici ou là, il n'y a pas de plafond à 110 €. Il y a un deuxième niveau d'amortisseur à 110 €, mais ça peut aller plus haut, et donc on n'a pas un plafond à 110 €. Donc dans la pratique, en termes de volatilité, s'il y avait la même crise qu'on a connue en 2022, les entreprises subiraient la même hausse des prix, voire plus, avec des prix de l'électricité autour de 250 € par mégawattheure. Donc ça, c'est le premier point. La protection contre la volatilité pour les électrosensibles, elle n'est pas là. Le deuxième point, c'est plus globalement le niveau de prix qui n'est pas compétitif. Alors, on nous annonce un prix autour de 70 €, un prix d'électron autour de 70 €. Mais il faut savoir que ce prix, c'est une moyenne probabilisée entre maintenant et 2040. Et c'est sur un dispositif de marché qui, pour l'instant, n'a pas été expérimenté à grande échelle. Donc, permettez-nous d'en douter un peu, d'atteindre ce prix de 70 €, alors qu'on l'a bien rappelé, dans les 10 ans qui viennent, il va y avoir une pression à la hausse des prix de l'électricité parce que la demande va augmenter fortement et qu'avant de sortir les nouvelles centrales nucléaires, ça prendra du temps. Et puis, il faut continuer à investir sur le renouvelable, mais ça prendra du temps aussi. Donc alors, en conclusion, parce qu'on arrive à terme de cette table ronde. Alors, donc, en conclusion, le prix, quand on fait le calcul rendu site, eh bien, il va être autour de 90 à 110 € par mégawattheure, c'est-à-dire 2 fois le prix de l'avant-crise. Donc ça, c'est le deuxième point important. Le troisième, c'est le partage du risque. Christine l'a évoqué très rapidement, mais il faut savoir que pour l'instant, le schéma d'EDF, il repose sur le fait que pour les électro-intensifs, ils vont avoir des contrats de réservation de capacité qui représentent 30 à 50% finalement de leur consommation d'électricité. Or, ces contrats de réservation de capacité, ils s'accompagnent d'un préfinancement par ces industriels et donc un gel de trésorerie et qui, pour la chimie, comme c'est à peu près 30% de la consommation de la chimie, ça représente près d'1 milliard €. Ça veut dire que les industriels de la chimie devraient avancer 1 milliard € pour pouvoir avoir accès à ces contrats de long terme. Donc vous voyez que là, il y a un vrai problème parce que tout le monde ne pourra pas investir de cette façon. Et donc on arrive à un système qui consiste, au lieu de trier en fonction du profil de consommation, comme on le faisait avec l'ARENH, on va trier l'accès à une électricité compétitive en fonction de la trésorerie des entreprises. Donc, en termes d'équité, on peut faire beaucoup mieux. Donc là, il y a un gros travail à faire qu'il faut absolument adresser avec EDF, et il faut que tout le monde comprenne que ce point-là, il est crucial pour la compétitivité des entreprises. Donc voilà, donc il y a 2 sujets essentiels. Le premier, c'est l'État qui doit sans doute améliorer le dispositif de régulation en baissant le niveau de prix d'amortissement. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième, c'est un accès équitable à ces contrats de réservation de capacité, parce que sans ces contrats de réservation de capacité, on ne sera pas capable d'avoir des prix compétitifs pour les énergo-intensifs. Or, on l'a dit, et je le dis en conclusion, il y a 3 raisons au moins
pour défendre la compétitivité de ces électro-intensifs. La première, c'est la préservation de l'emploi. Je l'ai dit, il y a 20 000 emplois en jeu. On multiplie par 3,5 si on prend les emplois indirects. La deuxième, c'est l'empreinte carbone de la France, parce qu'on le sait, on est plus sobre en carbone en France qu'à l'étranger. Et la troisième, c'est la dépendance de l'Europe. Parce que si on n'est pas capable de maintenir ces énergo-intensifs, l'Europe va être plus dépendante. Or, la chimie, elle est essentielle. C'est un maillon essentiel des chaînes de valeur stratégiques de l'Europe, les batteries, les membranes d'électrolyse, les semi-conducteurs. Donc, on ne peut pas se passer de la chimie. Donc, il faudra trouver une solution. Et si le prix du nucléaire ne le permet pas, il faudra peut-être aller sur l'hydroélectricité. Je vous rappelle qu'en Suède et en Norvège, on a des prix de 20 à 40 euros par mégawattheure parce qu'il y a des barrages hydrauliques. Donc s'il y a une volonté politique, on doit pouvoir le faire. Eh bien, c'est ce qu'attendent les industriels de la chimie. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin pour cette table ronde. Merci à tous les trois. On peut les applaudir. Merci à vous.